Super. Bonjour à tous, chers modérateurs, chers collègues. Je suis très heureux de pouvoir faire cette présentation aujourd'hui. On va changer un petit peu de domaine parce qu'on va parler de chirurgie digestive et de radiologie interventionnelle dans le cadre des traumatismes hépatiques. Alors, pour mettre simplement un peu de contexte en place, les traumatismes abdominaux, ils sont fréquents. Ils concernent environ 20% de l'ensemble des traumatismes. Et le foie et la rate sont les deux premiers organes le plus souvent lésés dans ces traumatismes abdominaux. La principale cause reste l'accident de la voie publique. Et on observe essentiellement deux types de traumatismes. Les traumatismes fermés, les plus fréquents, qui peuvent avoir des mécanismes de tension brutale sur les ligaments triangulaires ou falciformes, ou alors des mécanismes de rotation autour de la veine cave inférieure. Et l'autre type de traumatisme, les traumatismes ouverts, sont simplement dus à des plaies par arme blanche, par arme à feu pendant. Quel que soit ce type de traumatisme, les conséquences sont les mêmes. Elles sont de trois types. On observe les lésions vasculaires intrahépatiques, les lésions vasculaires extrahépatiques, notamment avec les lésions des vaisseaux majeurs, veine cave, veine porte, veine sushépatique, et vaisseaux artériels, et les lésions plutôt de type biliaire. La prise en charge du traumatisme hépatique a énormément changé au cours des 30 dernières années, avec plusieurs paradigmes qui se sont mis en place, notamment avec l'évolution du scanner avec injection de produits de contraste, qui est devenu plus rapide, plus précis et qui est devenu la pierre angulaire dans la détection des lésions vasculaires hépatiques. On a la classification AAS qui a été mise en place en 1988, mise à jour à plusieurs reprises et dont la dernière édition date de 2018, et qui a permis de standardiser la recherche clinique dans ce domaine. Et enfin, on a, concernant la prise en charge, et sans revenir sur le détail de chacun, on a le traitement non opératoire, l'angioembolisation et la laparotomie écourtée, qui ont tous permis d'établir une conduite à tenir fiable et sûre. Ces pratiques sont devenues codifiées et elles ont permis une nette baisse de la mortalité qui est passée de 70-80% au jour actuel, 10 à 20%. Alors, on va se concentrer sur les lésions vasculaires intrahépatiques. On en distingue de deux types, les saignements actifs, que l'on connaît très bien, qui correspondent à une fuite de produits de contraste au scanner, et les lésions vasculaires hépatiques contenues, qui sont le sujet du jour, avec trois types différents. Elles restent pour l'ensemble rares, avec les pseudo-anévrismes à 7% des cas, les fistules artério-veineuses et les fistules artério-biliaires. Pour prévoir cette complication, il est possible de les emboliser par trombographie, mais elles peuvent aussi se thromboser naturellement. Et ces différentes alternatives n'ont pas été jusque-là très bien établies. Alors, ces lésions vasculaires hépatiques contenues, elles ont été peu étudiées et il en demeure plusieurs questions, notamment les facteurs de risque. Ils n'ont pas été validés. Le risque réel de rupture hémorragique ou de rupture secondaire n'est pas réellement connu. Pareil pour la thrombose spontanée. Et concernant les recommandations de prise en charge, elles n'ont pas encore été établies à ce jour. Notre étude s'est donc focalisée sur trois objectifs. L'établissement d'un profil type à risque de développer les lésions vasculaires hépatiques contenues, la description des complications potentielles liées, et nous avons proposé enfin un algorithme de prise en charge. Notre étude est une étude rétrospective, monocentrique au CHU de Nice, qui est un trauma center de niveau 1 et qui fait partie parmi les plus gros centres en termes de passage aux urgences. On a inclus les traumatismes hépatiques de janvier 2005 à décembre 2020 pour tous les patients qui étaient supérieurs ou égaux à 16 ans et qui avaient un scanner injecté aux 3 temps lors de la prise en charge initiale, soit lorsqu'ils étaient stables d'emblée, soit après prise en charge chirurgicale première, puis scanner une fois stabilisé. Le critère de jugement principal était l'identification d'une lésion vasculaire hépatique contenue, définie par la présence d'un pseudo-anévrisme ou d'une fistule artério-veineuse. Un pseudo-anévrisme correspondait à une fuite focale de produits de contraste iodés, issue d'une artère intraparenchymateuse, et dont l'atténuation diminuait en phase tardive. Et une fistule artério-veineuse correspondait à une communication anormale entre une artère et une veine intraparenchymateuse. Nous n'avons pas inclus de fistule artério-biliaire, tout simplement parce que c'est des cas extrêmement rares et nous n'en avions pas dans notre cohorte.
Cette définition, elle tient de la dernière mise à jour de la classification AST. Elle intègre les lésions vasculaires intrahépatiques et celles avec extension extrahépatique. Une petite parenthèse concernant cette classification, elle distingue désormais 3 catégories de critères avec les critères radiologiques, opératoires et histologiques. Et pour autant, il y a quasiment l'ensemble des critères qui sont similaires en dehors de la rupture capsulaire et des lésions vasculaires intrahépatiques. On peut donc penser qu'elle apporte une certaine confusion et elle ne permet pas énormément de distinction parmi ces trois critères. Et d'autant plus que le critère histologique est un critère qui a peu d'impact dans la prise en charge clinique au moment du traumatisme. Et à cela, on a associé une revue exhaustive de la littérature. Nous avons inclus les 18 cas cliniques et les 8 études rétrospectives, mais à faible cohorte dans notre étude. On avait donc 980 traumatismes abdominaux sur la période d'étude, 354 étaient des traumatismes hépatiques et 318 avaient des dossiers complets, des scanners abdominopelviens avec 3 temps d'injection. Ces scanners ont été revus en aveugle par un radiologue confirmé et un chirurgien digestif confirmé. Et nous avons retrouvé 27 traumatismes hépatiques avec lésions vasculaires hépatiques contenues que nous avons comparé aux 291 traumatismes hépatiques sans lésions vasculaires. Parmi cette cohorte, on retrouve donc en moyenne une majorité d'hommes de 35 ans avec comme traumatisme essentiel le traumatisme non pénétrant. La cause principale était l'accident de la voie publique, suivi des chutes et suivi des plaies par arme blanche. Les lésions vasculaires hépatiques contenues représentaient 8,5% de la cohorte, avec 20 pseudo-anévrismes et 8 fistules artério-veineuses, et un patient avait les deux. 25% de ces lésions ont été diagnostiquées sur le scanner initial, et pour les autres, le diagnostic se faisait en moyenne à 6,5 jours après le traumatisme. La taille moyenne des lésions était de 12,6 mm. Les deux groupes étaient comparables sur le plan des données démographiques et sur les caractéristiques générales du traumatisme. Entre autres, il n'y avait pas de différence statistique entre le genre, le sexe, l'âge, le mécanisme du traumatisme, le caractère pénétrant ou non pénétrant, ou encore l'instabilité à l'arrivée aux urgences. Seul le score ISS était différent entre les deux groupes, mais dans les deux cas, il était supérieur à 16, ce qui représente un traumatisme majeur dans les deux cas. Selon la représentation de Cuino, nous avons représenté ici le pourcentage de traumatisme hépatique par segment en bleu et le pourcentage de lésions vasculaires hépatiques contenues en jaune. On remarque essentiellement que le site principal du traumatisme hépatique concerne le foie droit, d'une part, et que les principaux sites de lésions vasculaires hépatiques contenues concernent les segments 7, 8 et 4. Par ailleurs, lorsqu'on regarde la quantité de traumatisme hépatique et de lésions vasculaires hépatiques contenues par stade AST, on peut observer qu'il y a une augmentation progressive du taux de lésions vasculaires hépatiques contenues par rapport au traumatisme hépatique. Et on notera par ailleurs qu'il est tout à fait possible de développer des lésions vasculaires hépatiques contenues, même en cas de faible grade. L'analyse univariée des caractéristiques lésionnelles a mis en avant plusieurs facteurs favorisant l'apparition de ces lésions vasculaires, avec notamment le stade A supérieur ou égal à 3, le type lésionnel, le côté du foie concerné et le caractère bilatéral des lésions, autrement dit, les lésions qui touchent simultanément le foie droit et le foie gauche. En revanche, on peut observer que le nombre de segments atteints n'était pas un facteur de risque et il n'y avait pas non plus de différence en termes de saignement actif entre les deux groupes. L'analyse multivariée de ces facteurs de risque prouvés en univarié a permis de confirmer la relation entre le stade AST supérieur ou égal à 3 et le caractère bilatéral de la lésion, avec un odds ratio significatif à 4 et 3,5 respectivement. Cela nous permet donc d'obtenir un profil à risque et on notera que le type lésionnel, avec notamment le caractère pénétrant, ne faisait pas partie des facteurs de risque retrouvés. Quant au score ISS, il est revenu positif, mais avec un odds ratio
et un intervalle de conférence très proche de 1, et il est difficilement interprétable dans ce contexte. La prise en charge du traumatisme hépatique, étant donné qu'elle passe principalement par l'angioembolisation, il était donc logique de retrouver une différence et un taux plus élevé d'intervention radiologique dans le cadre des lésions vasculaires hépatiques contenues. En revanche, on peut voir que le traitement non opératoire ou la prise en charge chirurgicale n'influençait pas, d'une manière ou d'une autre, le développement d'une de ces lésions vasculaires. Simplement, on notera aussi que le geste chirurgical d'hémostase, comprenant par exemple une ligature ou une hépatectomie, ne sont désormais réalisés qu'exceptionnellement. L'évaluation du suivi a mis en évidence davantage d'hospitalisation en réanimation en cas d'absence de lésion vasculaire hépatique contenue. Cette donnée est probablement à mettre en parallèle avec l'ISS, et on retiendra simplement qu'il ne faudra justement pas sous-estimer un traumatisme non grave, car il peut tout à fait développer une lésion vasculaire hépatique contenue. La durée de séjour totale n'était pas impactée, même si davantage de scanners ont été effectués dans le cadre des lésions hépatiques vasculaires. La répartition des complications était significativement différente entre les deux groupes, mais les complications graves ne l'étaient pas. Ça vient d'Indo, stade 3 ou 4. Plus précisément, il y avait plus d'hémorragie retardée en cas de lésion vasculaire hépatique contenue, mais pas de bilium, même si on observe une tendance avec un P à 0,08. Et concernant l'insuffisance hépatique ou le décès, il n'y avait pas de différence entre les deux groupes. Nous avons complété ces analyses par une analyse de sous-groupe sur le mode de prise en charge, en comparant le traitement non interventionnel, soit une surveillance simple, au traitement interventionnel qui comprenait la radioembolisation ou la chirurgie. On voit que le succès du traitement non interventionnel était de 100%, et on peut voir qu'il était réalisé en cas de lésion vasculaire hépatique contenue plus petite, significativement. Et quand on regarde dans les détails, la plupart, 12 parmi les 13 patients, avaient des lésions inférieures à 1 cm. Un patient avait une lésion de 25 mm, mais cela n'a pas changé le taux de succès. Et la sévérité de la lésion hépatique ne modifiait pas non plus le mode ou le succès de la prise en charge. Et enfin, les complications spécifiques du traumatisme hépatique étaient similaires entre les deux groupes. Au total, l'ensemble de ces résultats nous ont permis de répondre à nos 3 objectifs. Tout d'abord, on retiendra que l'incidence retrouvée est de 8,5%. Il est en accord avec les données de la littérature, avec une incidence comprise entre 1,6 et 11,3%. Avec ces 27 lésions vasculaires hépatiques contenues, notre étude constitue actuellement la plus grande série de la littérature. On retiendra aussi qu'il est possible de développer des lésions vasculaires hépatiques contenues, même initialement lors du traumatisme, visible sur les imageries d'admission. Nous avons pu établir un profil type à risque de développer ces lésions, car nous avons retrouvé 2 facteurs de risque, validés en uni et en multivariés, avec des odds ratios supérieurs à 3. L'augmentation du risque selon le stade est une notion qui avait déjà été mise en avant par Wagner, mais jamais un odds ratio n'avait été obtenu jusque-là. Cela peut s'expliquer par le fait qu'une lésion de haut grade est en général une lésion plus profonde dans le parenchyme hépatique concernant le stade à Ast. Et quant au caractère bilatéral, on peut considérer qu'un traumatisme hépatique ayant entraîné une atteinte du foie droit et une atteinte du foie gauche correspond le plus souvent à un traumatisme central. Or, le foie central comprend un réseau vasculaire plus dense et avec une pression artérielle plus importante. Et on ajoutera enfin que 2 facteurs ont une certaine tendance à favoriser l'apparition des lésions vasculaires, qui est le caractère pénétrant et les lésions de type lacération. Concernant les complications potentielles, nous n'avons pas retrouvé de surrisque de bilium, même si on observe une réelle tendance. Une autre étude avait par ailleurs mis en évidence un surrisque prouvé, mais la cohorte était très faible. Et la prise en charge chirurgicale et la sévérité du traumatisme en étaient 2 facteurs favorisants. Cette relation peut s'expliquer par le fait que les lésions vasculaires hépatiques contenues sont plus à même d'être embolisées. Or, l'embolisation a un surrisque en tant que tel reconnu de nécrose hépatique et de fuite biliaire, avec un odds ratio évalué à 16 selon O. Quant à l'hémorragie secondaire,
Il s'agit là d'une notion acceptée depuis de nombreuses années. Le risque de rupture est réel, mais en réalité, l'hémorragie brutale et mortale reste, heureusement, et extrêmement rare. Dans notre étude, on a retrouvé 3 cas sur 5 des hémorragies retardées qui ont eu lieu avant le diagnostic de lésion vasculaire. Le saignement était aussi, dans la plupart des cas, à bas bruit, et comme cela a déjà été décrit par Henry en 2022, avec une étude spécifique sur ce saignement retardé qui correspondrait en fait plutôt à un saignement insidieux au sein du parenchyme hépatique et non dans une paroi vasculaire, comme c'est le cas lors d'une rupture d'un réel pseudo-anévrisme d'une artère. Enfin, la mortalité existe et elle est possible. Et nous avons notamment un cas dans notre cohorte et dans la littérature, il a été évalué à 5,9%. Cependant, l'imputabilité n'est pas toujours clairement évidente entre la lésion vasculaire hépatique contenue et le traumatisme hépatique ou la globalité de l'ensemble du traumatisme. Enfin, la prise en charge des lésions vasculaires hépatiques contenues comprend essentiellement 3 axes. La surveillance seule, l'angioembolisation et la chirurgie. Dans notre revue de la littérature, on retrouve l'angioembolisation comme étant le traitement le plus utilisé. Pour autant, il n'y a aucune recommandation qui ait été clairement établie à ce jour. Et si l'angioembolisation est acceptée, elle se fait en général si on retrouve des symptômes de rupture vasculaire, de lésions supérieures à 10 mm ou encore pour les stades AS supérieurs ou égal à 3. Aucune étude à ce jour ne fait foi dans la littérature et seuls Kitaka ont décrit le traitement non interventionnel avec 6 cas. La surveillance seule peut s'effectuer car l'histoire naturelle des lésions vasculaires hépatiques contenues s'effectue potentiellement vers la thrombose ou vers la rupture. Et dans notre étude, nous avons montré comparativement que la surveillance seule a un succès dans 100% des cas, majoritairement si la lésion est inférieure à 10 mm, et ça, quel que soit le stade AST. Aussi, à la vue de l'ensemble de ces résultats, nous avons proposé l'algorithme suivant. Après la prise en charge initiale, avec un scanner injecté aux 3 temps, qu'il soit d'emblée ou après stabilisation par les réanimateurs ou après prise en charge chirurgicale première, si on diagnostique une lésion vasculaire hépatique contenue, elle peut être soit de moins de 10 mm et asymptomatique, soit de plus de 10 mm et ou symptomatique. Dans le premier cas, nous réaliserons un scanner injecté à 5 jours du traumatisme, puis à 1 mois, et en cas de thrombose spontanée, la surveillance pourra s'arrêter. En cas d'augmentation du volume ou d'apparition de symptômes, on réalisera une angioembolisation. Dans le deuxième cas, une embolisation sera effectuée d'emblée une surveillance à 5 jours après embolisation et 1 mois sera réalisé pour s'assurer du bon succès. En cas d'absence de lésion vasculaire hépatique contenue initiale, un scanner de contrôle pourra se faire à 5 jours, suivi d'un autre à 1 mois. Et si les facteurs de risque retrouvés sont présents, soit une lésion centrale ou bilatérale, entre guillemets, et un grade AS supérieur ou égal à 3, sinon, la surveillance s'arrêtera après le premier scanner de contrôle et en cas d'apparition de lésions vasculaires, nous basculerons au premier cas. Notre étude a bien sûr des limites. D'une part, elle a un caractère rétrospectif, monocentrique, et du fait qu'il s'agisse d'un événement rare, pour autant, il est difficile d'envisager et d'effectuer une étude prospective sur le sujet, et nous avons réalisé ici la plus grande cohorte à ce jour. Notre étude a aussi le mérite de représenter la vraie vie du chirurgien en incluant les traumatismes pénétrants et non pénétrants et en incluant les pseudo-anévrismes et les fistules artério-veineuses. Et ce travail, nous pensons qu'il puisse offrir différentes perspectives de recherche. Tout d'abord, on peut imaginer implémenter nos résultats cliniquement dans notre attitude clinique quotidienne, que ce soit pour le traitement non interventionnel ou pour les patients plus à risque que les autres. Et plus globalement, et à l'heure actuelle des nouvelles technologies, comme on a pu le voir dans les 2 présentations précédentes, on pourra imaginer, et nous travaillons là-dessus, sur le développement d'un logiciel de reconnaissance automatisée des lésions vasculaires hépatiques contenues. Voilà. Et en conclusion,
Pour finaliser cette présentation, il y a 4 points essentiels, je pense, à retenir dans la gestion des lésions vasculaires hépatiques contenues. Elles sont peu connues, potentiellement redoutables. La prise en charge est non codifiée. Les facteurs de risque que nous avons mis en évidence sont notamment le stade sévère avec un stade A supérieur ou égal à 3 et le caractère bilatéral touchant le foie droit et le foie gauche des lésions, qui est une notion nouvelle et qui n'était pas connue jusque-là. À savoir que le traumatisme pénétrant et les lacérations ont une tendance au surrisque. Et il ne faudra pas sous-estimer non plus les lésions non graves qui peuvent tout de même donner lieu à des lésions vasculaires hépatiques contenues. La complication essentielle reste la rupture hémorragique, pouvant entraîner la mort, bien évidemment, même si en réalité, il s'agirait plutôt d'un saignement insidieux et progressif dans la plupart des cas. Et enfin, nous avons montré que le traitement non interventionnel est tout à fait justifiable, notamment pour les lésions inférieures à 10 mm, et ce, quel que soit le stade à qui est encore une fois une notion nouvelle. Le succès dans ce cas a été dans notre cohorte de 100% avec un recul de 1 à 2 mois où on notait dans chaque cas une thrombose spontanée. Je vous remercie pour votre attention. Excusez-moi. Bravo, c'est une systématisation de l'attitude à avoir vis-à-vis de je ne vous entends pas, je suis désolé. Le micro a dû être coupé. Et j'ai bravo, parce que c'est une belle systématisation de l'attitude à avoir dans ces traumatismes hépatiques. Et effectivement, on sait que il peut y avoir des catastrophes qu'on n'a pas prévues. Ce n'est pas très fréquent, hein, en définitive. Mais je crois que ça méritait effectivement d'avoir cet algorithme qui précise bien comment faire et quoi faire. Merci. Oui, c'est un gros travail. Allez, je suis un peu déçu. Parce qu'au fond, pour emboliser les lésions de plus d'un centimètre, les autres, il faut les surveiller. Vous avez bien dit, 5 jours, 1 mois. Qu'est-ce qui ne fait pas ça? C'est-à-dire, au fond, c'est une attitude. Donc, vous validez, pratiquement tout le monde fait ça. C'est-à-dire, personne. Parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est devant une lésion radiologique, il n'y a pas de saignement actif, il n'y a pas d'indication à faire autre chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On embolise les grosses. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce qui m'intéresse, et vous devez la voir, c'est dans les lésions qui sont induites par une biopsie hépatique. C'est un peu la même chose, non? Oui, en tout cas, là, on s'est focalisé sur uniquement les traumatisés et pas sur la iatrogénie. Mais effectivement, on peut imaginer qu'en soi, c'est pas nul, hein, de manière isolée sur le foie, oui. Non? Pardon? C'est pas nul, les lésions induites par une biopsie hépatique, des séries, des bactéries ou des scanners systématiques. On est à 10%, non? Dans le cadre du traumatisme, je n'entends pas très bien, mais dans le cadre du traumatisme hépatique pur, effectivement, oui, on peut l'imaginer. Après, on ne comprend pas la prise en charge globale du traumatisé. On rentre dans un autre cadre tout de même. Donc, ma question, je reviens. Qu'est-ce que vous avez changé et qu'est-ce que vous avez changé dans votre attitude à part ne surveiller les lésions de moins de 20 cm? Au contraire, moi, je pense qu'il y a plusieurs centres, si pas beaucoup, qui ont tendance à avoir l'accès extrêmement facile à l'angio-embolisation. Voilà. Parfois, peut-être même trop. OK. Donc, voilà, l'intérêt de votre travail, c'est de montrer que ce n'est pas parce qu'il y a une lésion qu'il faut forcément emboliser. Oui. Très bien.